Bienvenue dans ce troisième numéro de l'Écho Clermontois, le podcast des élus écologistes de Clermont-Ferrand, ville et métropole. Qu'elles soient renouvelables, fossiles ou fissiles, les énergies ont envahi le débat public depuis quelques années, notamment depuis l'explosion du budget énergie des ménages français avec la guerre en Ukraine. Énergie, la notion a beau être abstraite, elle n'en a pas moins des conséquences très concrètes sur nos modes et cadres de vie. À Clermont-Ferrand, s'il n'a pas fallu attendre la guerre en Ukraine pour prendre le sujet à bras-le-corps, il fait l'objet d'un intérêt redoublé depuis quelques années, notamment du point de vue des réseaux de chaleur qui se déploient sur la métropole, en procurant aux habitants une chaleur principalement renouvelable, locale et à prix constant. Pour entrer dans ce sujet passionnant mais parfois un peu complexe, nous recevons Rémi Chabriat, adjoint au maire écologiste de Clermont-Ferrand en charge de l'énergie pour ce troisième numéro de l'Écho Clermontois. Bonjour Rémi. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Alors, en quelques mots, donc je m'appelle Rémi Chabriat, j'ai 66 ans, je suis ingénieur de formation, retraité depuis un peu moins de 3 ans, et j'ai fait l'essentiel de ma carrière à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc j'ai un peu travaillé historiquement sur des sujets qui étaient effectivement liés pas mal aux déchets et beaucoup à la maîtrise de l'énergie et au développement des énergies renouvelables notamment. Et donc suite à ta carrière professionnelle, tu as souhaité devenir conseiller municipal ? À un moment donné, et finalement le timing correspondait à peu près, je me suis posé quand même la question de, à la fois, continuer à être utile, continuer à servir à quelque chose, valoriser ce que je pouvais être, ce que je pouvais savoir ou être capable de faire, et puis dans un contexte où il y a vraiment des enjeux importants en ce moment, dans ce pays, sur cette planète et sur ce territoire, autour d'enjeux notamment énergétiques sur lesquels je pensais que j'avais des choses à apporter. Et donc, pourquoi dans cette ville ? Parce que j'y habite. Et pourquoi dans cette majorité, dans cette équipe ? Parce que mes convictions personnelles, historiques, en gros de gauche, écologiste. Très bien. Alors, dans le cadre de tes délégations en tant qu'adjoint au maire, on retrouve l'énergie. Alors, pour commencer, première question, comment est-ce qu'une mairie peut agir dans ce domaine ? Alors, on dit en général, il y a deux manières de les voir, commencer par la première. On dit en général qu'une ville, ça consomme, ça produit et ça distribue de l'énergie. Ça consomme de l'énergie parce que la ville, elle a des bâtiments, elle a des équipements, elle a de l'éclairage, même si pour nous concernant, la compétence éclairage, elle est déléguée à la métro, mais il y a quand même de l'éclairage public dans la ville. Donc une ville, elle consomme. Une ville, elle produit parce qu'elle peut, sur son patrimoine, sur ses toitures, avoir des panneaux solaires, parce qu'elle a un certain nombre d'outils de production, des chaudières, des chaufferies, des choses comme ça. Et puis, une ville, ça distribue parce que, une chose qu'on ne sait pas toujours, c'est que ce sont les communes qui sont propriétaires des réseaux d'électricité et de gaz. On en concède l'exploitation à Enedis, pour l'électricité, à GRDF pour le gaz, mais les réseaux sont la propriété des communes. Concrètement, pour l'électricité, on a adhéré à un syndicat intercommunal d'électricité et de gaz, qui est le territoire d'énergie 63. Mais voilà. Et puis, enfin, donc, réseau d'électricité, réseau de gaz, c'est des réseaux un peu historiques. Et puis, les villes développent de plus en plus des réseaux de chaleur. Depuis une douzaine d'années maintenant, on a vraiment une volonté de développer des réseaux alimentés par les énergies renouvelables. Mais une deuxième chose, donc on disait la première manière de dire comment une ville travaille sur l'énergie, elle consomme, elle produit, elle distribue. Globalement, sur qui que ce soit qui consomme de l'énergie, une ville, une entreprise en particulier, on dit il faut travailler sur 3 axes qui sont la sobriété, l'efficacité et la diversification énergétique, le développement des renouvelables. Pour prendre un exemple extrêmement basique, on va dire la sobriété, c'est chez moi, j'éteins quand je quitte une pièce. Ou, pour la commune, j'éteins l'éclairage public la nuit. C'est-à-dire, je réfléchis sur les besoins. La sobriété, c'est adapter, c'est travailler sur les besoins, de quoi ai-je vraiment besoin. La deuxième chose, donc sobriété, efficacité, pour reprendre mes ampoules ou ma lumière chez moi ou mon éclairage public, c'est que je mets des ampoules plus performantes.
Sachant qu'une LED aujourd'hui, ça consomme pour la même quantité, la même lumière générée, ça consomme à peu près 10 fois moins qu'une ampoule à filament qu'on a presque oublié, mais qui était la norme il y a 15 ou 20 ans. Et puis, donc, sobriété, efficacité, développement des renouvelables, et ben, pour produire mon électricité, j'aurai recours à de l'énergie photovoltaïque ou du solaire ou de l'hydroélectricité. Alors sur cette question de la sobriété qui te tient à cœur, est-ce que tu as déjà observé des résultats sur les efforts que la mairie a pu mettre en place pour baisser ses consommations? Alors, la sobriété, bon, c'est un travail de longue haleine et c'est quelque chose que cette collectivité et puis bon, cette équipe municipale notamment, sur ce mandat, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour nous, sur lequel on a un travail de longue haleine. Hein. Mais il y a eu un moment important, effectivement, qui a été l'an dernier, dans le contexte de crise énergétique mi-2022, dans le contexte de crise énergétique issue de la crise géopolitique en Ukraine, les annonces gouvernementales, les demandes gouvernementales, très bien, on a dit, bah, on n'a pas attendu que le gouvernement nous demande pour faire des choses, mais on va lancer, avec de la communication en interne, en externe, voilà. Une étape importante qui a reposé sur deux choses, essentiellement, hein, concernant la ville. C'est l'éclairage public et c'est nos bâtiments, leur chauffage et leur fonctionnement. Sur l'éclairage public, sachant que Clermont était déjà une ville considérée comme très performante en matière d'éclairage public. Pourquoi ? Parce qu'on avait mis en place, en 2013, donc il y a 10 ans, un système de télégestion qui à l'époque était une première en France et parmi les premiers en Europe, qui nous permettait, depuis 10 ans, donc, de piloter à distance l'ensemble de nos points lumineux, et notamment, on faisait de l'abaissement. C'est-à-dire qu'on, depuis 10 ans, hein, on diminuait de moitié, en milieu de nuit, la quantité d'énergie délivrée. Donc, en gros, on y voyait toujours clair, suffisamment pour se déplacer, mais la consommation était divisée par 2 sur un peu plus de la moitié du temps. Donc il y avait déjà une baisse des consos qui était significative, et puis on renouvelait au fur et à mesure nos équipements, et notamment, on était déjà à 25% de LED, sachant que les travaux d'Inspire vont nous amener à en renouveler encore 15%, et puis que c'est un effort qu'on continue sur la durée. Mais, donc il y avait déjà des choses qui étaient faites sur l'éclairage, mais on a dit, eh bien, à partir du 1er novembre 2022, on va éteindre de minuit à 6 heures sur à peu près 60% de nos points lumineux. En gros, on laisse allumer le centre-ville, un peu élargi, en gros, jusqu'à l'intérieur du ring, en tirant jusqu'à la gare, et tout le trajet du tram. Et ça représente en gros un peu moins de 12 000 sur un peu moins de 20 000 points lumineux à l'échelle de la ville. Donc ça, c'est sur l'éclairage public. Et ça, en termes de résultats, ben, on a baissé les consommations de 18%. Sachant qu'on avait déjà, par rapport à une situation peu vertueuse, des consos qui avaient baissé assez significativement. Donc on arrive vraiment à un résultat, on va être à moins de 45 kWh par habitant et par an, ce qui est considéré comme un très beau résultat. Le seuil de bonne performance que recommande l'ADEME ou l'ex-label Citergy, c'est 60 kWh par habitant et par an. Alors le deuxième point sur lequel on a travaillé pour ce plan de sobriété, le point majeur, c'était le chauffage des locaux, avec une baisse des températures de consigne de 20 à 19 degrés pour l'ensemble des bureaux des écoles, avec une baisse à 14 degrés pour les gymnases, où on était entre 16 et 18 auparavant, sauf salle de gym 12, de yoga, etc., où on reste à 18. Et tout ça rendu possible, clairement, aussi parce qu'on investissait depuis des années sur de la mesure et de la télégestion, et qu'on avait déjà 70% de nos bâtiments, il y a pratiquement toutes les écoles, les bâtiments les plus consommateurs, qui étaient télégérés. C'est-à-dire on mesurait à la fois, on mesure à distance la température, et on peut lancer, baisser... Alors, donc baisse des températures de consigne, réduction de la période de chauffe, en gros, on allume un peu plus tard le matin, et réduction de la période de chauffe aussi, alors on a été aidé par la météo, il faut le dire, mais parce qu'on a cherché à, en gros, n'allumer qu'après les vacances de la Toussaint, et éteindre dès le début des vacances de Pâques. Globalement, ça a bien fonctionné. Tout ça nous amène à un résultat où,
corriger des variations saisonnières, parce que l'hiver dernier a été doux. Donc, en gros, la consommation de chauffage a été de l'ordre de 25 à 30% inférieure. Mais là-dedans, il y a 15% d'effets climatiques. Mais on a vraiment une baisse des consommations liées aux efforts de sobriété qui était de 10 à 15%. Donc c'est un résultat qui est tangible et qui est très encourageant. L'important dans tout ça, aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est de ne pas relâcher la pression. Donc, de nouveau, pour cette saison de chauffe, on a fait le choix de retarder au maximum le démarrage. Mais voilà, il va falloir maintenir l'effort, continuer à sensibiliser, continuer à informer et continuer à maintenir la motivation. Parce que, concrètement, si ce résultat a été atteint, c'est parce que les gens ont joué le jeu. Après, on a quelques exemples carrément spectaculaire. On a 5 écoles, qui étaient engagées dans un programme de sensibilisation un peu poussé qui s'appelle CUBE, qui se fait depuis un certain nombre d'années dans les lycées, les collèges. Là, c'était pour 2022-2023, c'est la première année où ça se faisait au niveau national. Dans les écoles, c'est un programme qui est accompagné par un organisme public qui s'appelle le CEREMA. Ça a permis, donc, dans ces différentes écoles, d'avoir un travail de sensibilisation, de mobilisation des élèves, du personnel enseignant, du personnel de la ville, etc. Le résultat, et c'était un concours, il y avait une petite 60aine d'écoles au niveau national qui s'étaient mobilisées, et ben le champion de France, c'est Romain Roland, à Clermont-Ferrand, et qui est arrivé à une baisse des consommations de 38%. Alors, intégrant, donc on intègre les 15% climatiques que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est quand même absolument spectaculaire. Ça veut juste dire qu'ils ont fait attention, qu'ils ont fermé les portes, qu'ils ont aéré mais pas trop longtemps, que voilà, ils n'avaient pas plus froid ni plus chaud, on était dans des températures qui permettent de rester confortable, mais il y a aussi, voilà, il y a eu tout un travail d'accompagnement, de sensibilisation, ils ont visité des équipements de chauffage, visité le réseau de chaleur, mais voilà, tout ça, ça donne des résultats tangibles dont les uns et les autres peuvent être fiers. J'oubliais une chose quand je disais sur les bâtiments tout à l'heure, donc on a en termes de chauffage, corrigé les variations saisonnières, 10-15% de baisse des consommations, on a également eu 10% de baisse des consommations d'électricité. Alors qu'on n'avait pas eu de démarche spécifique là-dessus, on peut penser deux choses. Un, que quand on se met à faire attention pour quelque chose, on fait attention pour tout. Donc il y a vraiment, sur la sobriété, des résultats tangibles, et on a mesuré l'évolution sur cette période, on va continuer à la mesurer sur la durée. Alors Rémi, on le sait, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, il est aussi très important de revoir les énergies qu'on utilise pour nos différents besoins, et notamment de se passer des énergies fossiles. Alors ça, c'est le troisième point auquel on allait arriver. Ce qu'on peut dire de marquant dans ce qu'on fait depuis 3 ans maintenant, c'est un travail de rénovation énergétique. Donc on rénove des bâtiments existants. Une exigence sur la performance énergétique des bâtiments qu'on construit. On rénove des bâtiments, on a un programme de 3 millions d'euros par an, ce qui est à la mesure de ce qu'on peut se permettre en termes avec la capacité d'investissement de la ville. On aimerait faire plus, on va essayer de faire mieux en tout cas, mais 3 millions d'euros par an pour rénover. On a identifié une douzaine de bâtiments avec des rénovations énergétiques lourdes, qui conduisent, il y a l'école Alphonse Daudet qui a été faite, le centre Anatole France, il y a plusieurs chantiers qui sont en cours, et ça amène à des baisses de consommation de l'ordre de... On divise la consommation d'un bâtiment par deux. C'est de l'isolation par l'extérieur, c'est du changement d'huisserie, c'est de l'isolation des combles, c'est de la mise en place éventuellement d'équipements de chauffage plus performants. Ensuite, sur ce qu'on construit de neuf, on a adopté les critères les plus exigeants de ce que prévoit actuellement la réglementation, ce qu'on appelle énergie 4, climat 2, c'est-à-dire qu'on cherche à construire des bâtiments à énergie positive, des bâtiments qui produisent plus qu'ils ne consomment. Ils consomment peu, parce qu'ils sont super isolés, bien orientés, qu'on capte le maximum de chaleur, d'apport gratuit du soleil, mais qu'on évite d'en avoir trop l'été, etc.
Et puis qu'on produit, par exemple, du photovoltaïque en toiture ou des choses comme ça. Alors E4, donc bâtiment à énergie positive, C2, parce que bâtiment a très faible impact climatique, et un des moyens les plus connus, les plus classiques, et qu'on a utilisé là aussi sur Edita Vert, c'est d'avoir beaucoup recours à des matériaux biosourcés. De l'ossature bois, de l'isolation fibre de bois, éventuellement de la structure en mur paille, etc. Donc voilà, ce type de techniques, on les a utilisées. Après, sur le thème de la diversification énergétique et du choix des énergies renouvelables, on l'évoquait, on reparlera des réseaux de chaleur après, on connecte le maximum de bâtiments possibles à nos réseaux de chaleur alimentés très majoritairement par des énergies renouvelables. Les travaux sont en cours sur plusieurs sites, ou sont en train de se terminer sur plusieurs sites. Remplacer nos dernières chaufferies, on est en train de remplacer nos dernières chaufferies au fioul par des chaufferies biomasse. Au bout du bout, on aura divisé notre consommation de fioul par 7. On a pratiquement éradiqué le fioul à quelques petits bâtiments sur lesquels on conserve en attendant de les raccorder au réseau. Divisé par 7 en combien de temps? En 3 ans. Sachant que au bout de ce qu'on a entamé, avec les mesures aujourd'hui lancées, notre consommation de gaz aura diminué de 45% en 2025 par rapport à 2021, début du mandat. Donc on a vraiment une inflexion très forte qui aura été faite sur l'utilisation des fossiles. Alors ceci grâce à de la sobriété, ceci grâce à la rénovation d'une partie de nos bâtiments, et ceci pour beaucoup grâce au raccordement à des réseaux de chaleur tels que ceux qu'on a interconnectés ou celui qu'on est en train de développer. Alors Rémi, tu as souhaité t'investir particulièrement dans la mise en place de réseaux de chaleur. Alors est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'est un réseau de chaleur? Alors un réseau de chaleur, c'est un système où plutôt que d'avoir 50 chaufferies au pied de 50 immeubles, eh ben, on se dit que c'est peut-être plus intéressant d'avoir une chaufferie et un tuyau qui va desservir un quartier ou plusieurs quartiers, et qui va, en pied de chaque immeuble, on va avoir en gros un échangeur de chaleur qui permet de distribuer de la chaleur dans les immeubles. Quand même 2-3 intérêts. On a une chaufferie performante, centralisée, au lieu de 50 petites. Et puis, ça mutualise, on évite de surdimensionner des tas de chaudières qui n'étaient pas tout le temps utilisées au même moment. Et c'est là qu'il y a un deuxième sujet, qui est un sujet de foisonnement. Quand vous avez raccordé au même réseau un lycée et 3 écoles et 2 collèges, qui en gros sont occupés plutôt la semaine, dans la journée, hors congé scolaire, et des logements qui eux sont plutôt chauffés le soir, la nuit, le week-end quand les gens sont chez eux, vous avez une utilisation positive. Et puis, surtout, les réseaux de chaleur, ça permet d'utiliser de manière un peu massive des énergies renouvelables. Alors, dans des régions, malheureusement, pas encore chez nous, parce que géologiquement, on n'est pas obligatoirement fait pour ça, mais en région parisienne, par exemple, il y a plusieurs dizaines de réseaux qui sont alimentés par de la géothermie profonde. Alors là, qu'on ne pourrait pas valoriser pratiquement sans un réseau de chaleur, parce qu'il faut des consommations importantes de manière régulière. Mais autrement, nous, à Clermont-Ferrand et dans plein d'autres villes, on valorise de la biomasse, on va valoriser des sous-produits ou des coproduits de l'exploitation forestière ou de la filière bois. On coupe pas ou très peu d'arbres directement pour faire du bois énergie dans nos réseaux, mais on valorise les branches, les cimes, ce qu'on appelle les cimes, les houppiers, c'est-à-dire le petit bois qui reste quand on coupe des arbres pour aller en faire des planches, pour en faire des meubles, pour en faire de la charpente. Et puis on va valoriser les écorces, les chutes, les sciures de ce qui sort des scieries. Un petit quiz. Quand on coupe un arbre, sur la parcelle, on va laisser pratiquement 30% de l'arbre. Parce que ce qu'on emmène en scierie, en gros, c'est ce qui fait plus de 20-25 cm de diamètre. Donc tous les cimes, les branches, tout ça, ça fait quasiment 30% de l'arbre. Et on peut embroyer une partie. C'est intéressant d'en laisser une partie sur la parcelle, laisser le plus fin, laisser les feuilles, etc., parce que ça reconstitue du muscle. Mais on peut embroyer une partie qui sera exportée vers les chaufferies. Bref, entre les 30% qui restent de notre arbre, qui reste sur la parcelle quand on le coupe, et la moitié de ce qui rentre en scierie,
Et ben tout ça, c'est une matière qui, historiquement, a pu être valorisée en papeterie, mais on fait beaucoup moins de papier à partir de pâte à papier, notamment en France. Quand on fait du papier, on fait plutôt à partir c'est plutôt par des phénomènes de recyclage. Donc voilà, tout ça, c'est une ressource qui permet de chauffer nos chaudières pour nos réseaux de chaleur. Bon, revenons à notre réseau de chaleur. Donc les réseaux, ça permet d'être plus efficace pour distribuer de la chaleur, ça permet de mutualiser les usages, ça permet de développer les énergies renouvelables. Donc on a vraiment voulu développer les réseaux de chaleur. Sur Clermont, on avait depuis, et sur ce mandat, il y a 2 réseaux de chaleur qui avaient été... alors l'un qui a été construit début des années 2010, qui est le réseau Éclat. Donc c'est depuis l'Évergne, Croix-Néra, Champratel, et un autre réseau qui s'appelait Clervia, qui était lui sur la Gautière, qui lui pour le coup avait été construit avant dans les années 60, qui était d'abord un réseau de chaleur au gaz et qu'on a converti à la biomasse Paris 2012-2013. Ces 2 réseaux, on a choisi de les interconnecter pour permettre de mieux utiliser, d'optimiser l'utilisation des chaudières de l'un et de l'autre, et de les étendre pour desservir plus de bâtiments, plus de logements. Ça a été un gros effort de la collectivité qui n'a pas été totalement simple parce que les 2 n'étaient pas exploités par la même compagnie. Donc il a fallu mettre tout le monde d'accord, arriver là. Mais ça, c'est les travaux qui ont été faits en 2021-2022. Tout ça, ça a posé quelques difficultés, on le sait, pendant plusieurs mois. Mais en finale, on avait à peu près... l'unité de compte, c'est le gigawattheure. On distribuait 80 gigawattheures auparavant, on en distribue 120. On a raccordé ce qui correspond à plus de 4000 équivalents logements sur l'extension de ces 2 réseaux. On alimente en partie Michelin, Catarou, et on récupère une partie de chaleur de Michelin, Catarou l'été, la chaleur qui est générée en fait par le fait qu'ils rafraîchissent les locaux. Parce que quand vous faites du froid à l'intérieur, vous rejetez du chaud à l'extérieur systématiquement. Tout ça, ça a vraiment permis d'optimiser un certain nombre d'usages, de desservir mieux un certain nombre de bâtiments, et ça fonctionne très bien. Et depuis le début novembre 2022, on a commencé à construire un nouveau réseau de chaleur qui va alimenter, qui alimente déjà en partie d'ailleurs, mais en gros le plateau Saint-Jacques, les CESO et ce qui permet de monter au CESO avec tout le campus universitaire, l'hôpital, donc le CHU Roger-Quillot, et au-delà, le quartier du Mazage et jusqu'au centre de Beaumont. Au bout du compte, ça fera 34 km, et ce réseau est alimenté par la récupération de la chaleur produite par l'incinérateur de déchets du Valtom. Donc ce réseau, à terme, il fera 34 km, et il distribuera 100 gigawattheures, et au bout du bout, il alimentera plus de 8000 logements, plus le CHU, plus le campus des CESO. Mais on a déjà fait le plus gros. C'est-à-dire qu'en 1 an, on a fait 15 km de réseau, alors qu'en général, on fait 10 km par an. On a tenu les délais, on alimente 15 km de réseau et on récupère un certain nombre de kilomètres de réseau existant. Donc c'est vraiment à la fois quelque chose qui va être au service des habitants, au service des institutions qui servent à l'ensemble du territoire, tout ça en valorisant les déchets de l'ensemble du département. Voilà. C'est plutôt une jolie opération. Et là encore, il y a eu des travaux. On sait que tout ça a été contraignant, mais le résultat, c'est qu'on va fournir une chaleur locale et avec une beaucoup moins de grande dépendance à l'évolution du prix des combustibles fossiles, puisqu'il y a encore du gaz pour assurer l'appoint, mais on est majoritairement à partir d'énergies renouvelables. Sur les quartiers nord, c'est 80% de biomasse. À l'heure actuelle, le réseau Clovet, ça va être quelque chose comme 70% de chaleur venant d'incinérateurs. Tout ça, c'est une chaleur locale et une meilleure stabilité des prix. On reste soumis aux variations du prix du gaz, mais beaucoup moins. Beaucoup moins, puisque ça ne fait que l'appoint. C'est un service rendu au territoire, quoi, et aux habitants du territoire. Très bien. Alors pour conclure, est-ce que les objectifs que tu t'étais fixés en début de mandat sont atteints, ou alors qu'est-ce qui reste encore à faire ? Alors sur le développement des réseaux, il y a encore sur Clovet, il y a encore une partie, un bout de travail à faire, un gros bout de travail à faire, mais sur le développement des réseaux de chaleur, on aura atteint les objectifs qu'on s'était fixés. On aura éradiqué notre fuel pratiquement, et on arrive à des résultats potentiels en termes de baisse de conso de gaz qui sont vraiment de fossiles globalement, fuel gaz qui sont intéressants. Donc là-dessus, on aura atteint nos objectifs. L'étape suivante sur laquelle on commence seulement à mettre en place des choses, les 2 premières installations photovoltaïques, normalement, vont se construire dans la dernière semaine de 2023.
sur 2 de nos écoles, dont Pierre et Marie Curie. J'ai un trou pour la 2e. Et tout ça, c'est un début. On a, dans le courant de l'année prochaine, de grandes ombrières qui vont être installées sur 3 de nos parkings. Mais il y a encore à faire et on travaille avec les services sur un plan beaucoup plus global d'implantation de photovoltaïque, donc de production d'électricité photovoltaïque sur les bâtiments de la ville et sur un certain nombre de délaissés, à la fois donc en toiture et au sol. Ça, c'est le point sur lequel on a encore à travailler. Et puis, plus globalement, on a une réflexion, mais qui dépasse Clermont et qui dépasse même la métropole, sur la mise en place d'un outil public qui permettra de porter des projets de production d'énergie renouvelable, photovoltaïque mais pas que, sur l'ensemble du département, où c'est déjà engagé dans le cadre du territoire d'énergie dont je suis vice-président. On a pris la compétence pour être capable de porter des réseaux de chaleur et des équipements de production de chaleur renouvelable pour les petites communes du département qui n'ont pas les moyens de porter ça. Ça vaut sur l'ensemble du département avec le territoire d'énergie. C'est déjà quelque chose qui existait sur le territoire de la métropole, ce qu'on appelle un contrat chaleur renouvelable. Donc c'est un contrat qui permet à la métropole de distribuer des financements publics venant de l'ADEME aux communes, mais aussi à des porteurs de projets privés qui développent de la géothermie, du solaire thermique ou de la biomasse. Alors un deuxième sujet sur lequel on a encore des choses à faire, c'est travailler de manière un peu plus structurée sur le confort d'été. Les chantiers globaux de rénovation énergétique, ils comportent toujours une dimension, limiter les consommations pour le chauffage d'hiver, mais aussi une dimension de confort d'été, de meilleure qualité de vie, de maîtrise de la température. L'isolation, ça joue. Il y a une deuxième chose qui joue beaucoup sur le confort d'été et qu'on fait déjà, c'est tout le travail sur la végétalisation des cours d'école. La végétation, ça crée de la fraîcheur. Et puis, on fait au fil de l'eau des petits aménagements, des brises-soleil, des casquettes, etc. Mais on a vraiment en tête une campagne de mesure dans l'ensemble des écoles de la ville et on est en train de finaliser un programme qui va permettre d'articuler à la fois de manière vraiment structurée et planifiée la dimension confort d'été des rénovations énergétiques et des aménagements au fil de l'eau et puis l'impact des aménagements cours d'école, les grandes cours d'école sur lesquelles on investit assez lourdement. Et puis, globalement, on travaille aussi, enfin on est en train de finaliser ce que sera une tranche suivante de travaux de rénovation énergétique, mais qui sont plutôt des choses, sur encore toute une série de nouveaux bâtiments, qui sont plutôt des choses qui se feront sur le mandat suivant. Et une dernière question pour conclure ce podcast, même question qu'on pose à chacun de nos élus. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin du mandat ? Oh, la sérénité, tiens. Quand on est serein, c'est qu'a priori, ça va, la santé, ça va, on n'est pas trop soumis à une pression insupportable. On a une visibilité peut-être sur où on va, où on veut aller, comment on va y arriver. La sérénité, c'est pas mal. Merci beaucoup Rémi. Merci. C'était l'Écho Clermontois. À bientôt pour découvrir de nouveaux projets écolos dans nos territoires.